3 des 5 médicaments que je m'apprête à vous présenter ne nécessitent aucune ordonnance. Vous pouvez entrer dans n'importe quelle pharmacie dès maintenant et les acheter directement en libre service. Et c'est précisément ce qui les rend si dangereux pour toute personne de plus de 70 ans. Car lorsqu'un produit est facile d'accès, nous cessons de le considérer comme un véritable médicament. Nous le traitons comme s'il était inoffensif. Or, pour un organisme ayant franchi le cap des 70 ans, cette hypothèse peut faire toute la différence entre l'autonomie et une hospitalisation. Voici une réalité que la plupart des médecins n'expliquent pas suffisamment lors d'une consultation de 15 minutes. Le corps humain traite les médicaments de manière fondamentalement différente après 70 ans. Vos reins filtrent des substances médicamenteuses du sang beaucoup plus lentement. Votre foie, véritable usine chimique principale de votre organisme, métabolise les composés à un rythme bien inférieur à celui d'il y a seulement 20 ans. À 50 ans, votre corps fonctionnait comme une machine performante capable d'éliminer rapidement les toxines. Mais à 70 ans, la fonction rénale a généralement diminué de 40 à 50 %. Cela signifie qu'une dose standard de médicaments ne fait pas que traverser votre organisme. Elle y reste. Elle persiste. Elle s'accumule. Votre cerveau subit également des transformations profondes. Il devient beaucoup plus sensible aux sédatifs et aux composés anticholinergiques. Administrer ces substances à un cerveau âgé revient à introduire un dysfonctionnement dans un mécanisme délicat, comme jeter une clé dans un système d'horlogerie. Une dose parfaitement tolérée à 55 ans peut désormais provoquer des chutes soudaines, des troubles de la mémoire et un déclin cognitif souvent confondu avec les premiers signes de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 médicaments spécifiques qui illustrent ce problème. Tous les 5 figurent sur les critères de Beers, établis par des sociétés gériatriques reconnues au niveau international. Il s'agit d'une liste médicalement validée de médicaments considérés comme potentiellement inappropriés pour les personnes âgées. Ce n'est pas une médecine marginale. C'est la gériatrie moderne qui atteint enfin ceux qui en ont le plus besoin. Je suis le docteur Louis Bernard. Cette chaîne est dédiée à la traduction des recherches scientifiques en informations concrètes et applicables pour vous. Voyons maintenant ce qu'il convient de faire si vous ou l'un de vos proches prenez actuellement l'un de ces médicaments. La première catégorie clinique que nous devons aborder est celle des benzodiazépines. Dans le domaine de la pharmacologie gériatrique, cette classe est particulièrement problématique. Vous les connaissez probablement sous leurs noms commerciaux Xanax, Valium, Ativan et Klonopin. Ces médicaments sont principalement utilisés pour traiter l'anxiété aiguë et l'insomnie résistante. Bien qu'ils soient efficaces à court terme, leur profil pharmacologique devient instable lorsque le corps humain dépasse l'âge de 70 ans. Chez un patient plus jeune, le foie traite ses composés liposolubles avec une efficacité relative. Cependant, après 70 ans, le taux de métabolisme hépatique ralentit considérablement. Cela entraîne un phénomène appelé accumulation médicamenteuse. Lorsque vous prenez une dose à 22 heures pour faciliter l'endormissement, les métabolites actifs ne disparaissent pas simplement au lever du soleil. Ils persistent dans votre organisme. À 3 heures du matin, moment où une personne âgée peut se lever pour boire un verre d'eau, ces substances circulent encore à des niveaux significatifs, altérant la coordination motrice et l'équilibre. De nombreuses revues systématiques et essais cliniques confirment que l'utilisation de benzodiazépines est directement associée à une augmentation significative du risque de chute grave. En Europe comme en France, les chutes constituent l'une des principales causes de blessures mortelles chez les personnes de plus de 65 ans. Il ne s'agit pas de simples ecchymoses, mais de fractures de la hanche et d'hémorragies intracrâniennes nécessitant une hospitalisation intensive. Au-delà du traumatisme physique, ces médicaments altèrent systématiquement la mémoire, l'attention et les fonctions exécutives. Les sociétés gériatriques sont formelles sur ce point. Toute la classe des benzodiazépines figure sur les critères de Beers comme une catégorie prioritaire à éviter chez les personnes âgées. Si vous en utilisez actuellement, ne les arrêtez pas brutalement, car le système nerveux central peut réagir par des crises potentiellement mortelles. Une réduction progressive encadrée par un médecin est la seule approche sûre. Le deuxième médicament de cette liste est peut-être le plus trompeur, car il est omniprésent et peu coûteux. La diphénidramine. Il s'agit d'un antihistaminique de première génération présent notamment dans le Benadryl, et plus dangereusement encore, c'est le principal agent sédatif contenu dans de nombreux somnifères en vente libre, comme Dezquil, Unisom ou certains médicaments combinés contre la douleur nocturne. La mention « nuit » ou « PM » est un signal d'alerte que de nombreux seniors ignorent, pensant que si le produit est vendu sans ordonnance à bas prix, il est forcément sans danger.
D'un point de vue neurologique, la diphénhydramine est un puissant anticholinergique. Cela signifie qu'elle bloque activement l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à l'apprentissage, à la mémoire et aux fonctions cognitives. Imaginez l'acétylcholine comme le fluide de communication indispensable au bon fonctionnement des circuits de votre cerveau. Supprimer cette substance chaque nuit pendant des années revient à priver progressivement vos neurones de leur capacité à communiquer. Les preuves scientifiques sont alarmantes. Une étude de cohorte prospective majeure publiée dans JAMA Internal Medicine a suivi plus de 3000 adultes âgés de 65 ans et plus pendant plus de 7 ans. Les résultats ont révélé une relation dose-réponse claire. Plus un patient consommait de médicaments anticholinergiques, plus son risque de développer une démence augmentait. Les personnes ayant la consommation cumulative la plus élevée présentaient un risque de démence accru de 54% par rapport aux non-utilisateurs. Considérons le cas clinique de Marie, une patiente de 71 ans qui utilisait de la diphénhydramine chaque soir depuis 5 ans, convaincue à tort qu'il s'agissait d'un somnifère sans danger. Sa famille a observé une détérioration progressive de ses capacités cognitives. Elle perdait ses mots, se désorientait dans des lieux familiers et posait des questions de manière répétitive. Ils étaient persuadés d'assister au premier stade de la maladie d'Alzheimer et envisageaient déjà des structures spécialisées pour la prise en charge de la mémoire. Cependant, après une évaluation gériatrique approfondie basée sur les critères de Beers, la diphénhydramine a été identifiée comme la cause principale. Sur une période de 7 mois d'arrêt progressif sous supervision médicale, les scores cognitifs de Marie ne se sont pas seulement stabilisés, ils se sont nettement améliorés. La démence que redoutait sa famille était en réalité un état d'intoxication médicamenteuse chronique. Un risque accru de 54% de déclin cognitif permanent est un prix considérable à payer pour une solution temporaire contre l'insomnie. La troisième catégorie concerne la réponse la plus courante à la douleur physique, les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS. Cela inclut l'ibuprofène et le naproxène, vendus sous des marques largement connues. Bien qu'ils soient relativement bien tolérés à un âge plus jeune, le rapport bénéfice-risque change radicalement après 70 ans. La principale préoccupation est la toxicité rénale. Avec l'âge, la fonction rénale diminue généralement de 40 à 50%. Lorsqu'une personne âgée prend régulièrement des AINS, le médicament reste plus longtemps dans le sang, exerçant une pression importante sur les reins et endommageant progressivement les tissus délicats responsables de la filtration. Cela peut conduire à une insuffisance rénale aiguë, souvent silencieuse jusqu'à un stade avancé. Parallèlement, il est essentiel de considérer la barrière gastro-intestinale. La muqueuse de l'estomac devient naturellement plus fragile avec l'âge et les AINS perturbent activement la synthèse des prostaglandines nécessaires au maintien de la couche protectrice de mucus gastrique. Selon les données des autorités de santé européennes, les personnes âgées utilisant des AINS présentent un risque de saignement gastro-intestinal grave, multiplié par 3 à 5. Chez un individu de 70 ans, un tel saignement n'est pas seulement une urgence médicale. C'est une situation potentiellement mortelle pouvant entraîner une cascade de défaillances systémiques. De plus, ces médicaments provoquent une rétention hydrique et une augmentation de la pression artérielle, ce qui accroît directement le risque d'insuffisance cardiaque chez les patients présentant déjà des pathologies cardiovasculaires. Lorsque l'on analyse ensemble les données concernant les benzodiazépines, la diphénhydramine et les AINS, une réalité claire apparaît. Il ne s'agit pas de simples effets secondaires. Ce sont des conséquences pharmacologiques prévisibles liées à l'utilisation de protocoles médicamenteux du 20e siècle sur un organisme vieillissant du 21e siècle. Au-delà des médicaments disponibles en pharmacie, nous devons maintenant aborder ceux qui sont prescrits par des professionnels de santé, mais dont les risques restent souvent inexpliqués pendant des années. Le 4e médicament de notre liste est prescrit chaque année à des millions de patients pour traiter l'insomnie, le zolpidem, largement connu sous son nom commercial Ambien. Bien qu'il soit présenté comme une solution ciblée contre les troubles du sommeil, les autorités sanitaires ont émis des alertes de sécurité importantes concernant son utilisation chez les personnes âgées. La réalité clinique est que les patients âgés présentent souvent des concentrations sanguines de zolpidem significativement plus élevées le matin suivant la prise, comparativement aux patients plus jeunes. Cela crée un état de sédation pharmacologique qui persiste bien après le réveil. Vous vous levez, vous buvez votre café et vous avez l'impression d'être en pleine possession de vos moyens. Vous ne vous sentez pas sous l'effet d'un médicament. Pourtant, sur le plan physiologique,
votre coordination, votre démarche et vos temps de réaction sont fortement altérés. Vous évoluez dans un brouillard cognitif que vous ne percevez pas. C'est à ce moment que le danger devient concret. Les études montrent de manière constante que l'utilisation du zolpidem est associée à un risque de fracture de la hanche presque doublé chez les personnes âgées. Il ne s'agit pas d'une simple corrélation statistique, mais d'un événement aux conséquences souvent dramatiques. Chez les patients de plus de 70 ans, une fracture de la hanche est associée à un taux de mortalité à 1 an compris entre 20 et 30 %. Autrement dit, jusqu'à 3 personnes sur 10 ne survivent pas dans l'année suivant une fracture de la hanche. La cause n'est généralement pas la fracture elle-même, mais les complications liées à l'immobilisation. Thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire et pneumonie au cours d'une longue convalescence. De plus, le zolpidem ne résout pas le problème du sommeil. Il en altère l'architecture. Il réduit les phases de sommeil profondes réparateurs tout en augmentant les phases de sommeil léger. Cela crée un cercle vicieux de dépendance. Vous vous endormez plus rapidement, mais vous vous réveillez moins reposé, ce qui vous pousse à augmenter les doses. Vous échangez en réalité votre santé neurologique à long terme contre quelques heures d'inconscience artificielle. Le 5e médicament de cette liste surprend souvent le plus grand nombre, car il est considéré comme un pilier de la médecine moderne, les inhibiteurs de la pompe à protons, ou APP. Vous les connaissez sous les noms d'oméprazole, ésoméprazole ou lansoprazole. Ce sont parmi les médicaments les plus prescrits au monde. À court terme, généralement entre 4 et 8 semaines, ils sont très efficaces pour traiter le reflux gastro-œsophagien et les ulcères gastriques. Le problème survient lorsque ce traitement, à court terme, devient une habitude de plusieurs années. De nombreuses personnes âgées prennent ces médicaments pendant des années sans aucune réévaluation médicale. L'utilisation prolongée des IPP après 70 ans crée silencieusement ce que j'appelle un vide nutritionnel. L'acidité gastrique n'est pas une erreur biologique. C'est un élément essentiel permettant l'absorption de micronutriments vitaux, en particulier la vitamine B12. Des recherches publiées dans des revues médicales de référence ont montré que l'utilisation à long terme des IPP est associée à un risque accru de 65 % de carence en vitamine B12. Chez les personnes âgées, une carence sévère en vitamine B12 provoque des neuropathies périphériques, ces sensations de picotement et d'engourdissement dans les mains et les pieds, ainsi qu'un déclin cognitif pouvant imiter les premiers stades de la démence. Prenons le cas clinique de Jean. Âgé de 76 ans, il prenait de l'oméprazole depuis 9 ans, initialement prescrit pour un ulcère gastrique qui avait guéri depuis près d'une décennie. Il souffrait d'un engourdissement important des pieds et ce que sa famille décrivait comme un brouillard mental persistant affectant sa vie quotidienne. Sa démarche était lente et hésitante, et ses troubles de mémoire devenaient de plus en plus visibles. Après des examens biologiques, son taux de vitamine B12 s'est révélé dangereusement bas. Son gériatre a mis en place un protocole de diminution progressive des IPP sur 8 semaines, accompagné d'une supplémentation intensive en vitamine B12. 4 mois plus tard, ses symptômes neurologiques montraient une amélioration significative. Le brouillard mental se dissipait enfin car la cause réelle était traitée. Au-delà de la vitamine B12, les autorités sanitaires ont également mis en garde contre l'hypomagnésémie, un déficit dangereux en magnésium, chez les utilisateurs chroniques d'IPP. Le magnésium est essentiel au rythme cardiaque et à la transmission nerveuse. Chez une personne de 70 ans déjà exposée à des risques cardiovasculaires, cette carence induite par le médicament peut devenir le facteur déclenchant d'arythmie ou d'une aggravation de l'insuffisance cardiaque. Nous observons aujourd'hui toute une génération de seniors à qui l'on dit qu'ils vieillissent simplement et qu'ils ralentissent, alors qu'en réalité, ils souffrent d'une déplétion nutritionnelle systémique causée par leur propre traitement. Ma mère, ou votre père, ou Jean, ils ne vieillissent pas toujours naturellement. Ils souffrent souvent parce que leur organisme est privé d'éléments essentiels, alors même que leur estomac est plein, à cause d'un protecteur gastrique dont l'utilité a disparu depuis longtemps. C'est l'un des paradoxes de la médecine moderne. Un médicament destiné à prévenir une irritation temporaire finit par éteindre progressivement la santé cognitive et cardiaque à long terme. Maintenant que nous avons identifié les menaces invisibles présentes dans votre armoire à médicaments, nous devons passer de la prise de conscience à une action clinique concrète. Voici la stratégie que j'applique avec ma propre famille et mes patients. Tout commence par un audit complet de toutes les substances que vous consommez.
Vous devez noter absolument chaque médicament, qu'il s'agisse d'un traitement prescrit, d'un antihistaminique en vente libre ou même d'un simple antalgique. Pour un organisme de 70 ans, sans ordonnance ne signifie pas sans danger. Cela signifie souvent un manque de surveillance potentiellement risqué. Une fois votre liste établie, apportez-la à votre médecin et engagez une discussion précise. Utilisez un langage professionnel. Demandez une révision médicamenteuse gériatrique basée sur les critères de Beers. Ces mots agissent comme un véritable signal. Ils indiquent à votre médecin que vous êtes un patient informé, soucieux de l'adéquation entre votre âge et vos traitements, et non simplement à la recherche d'un soulagement symptomatique. Pour les douleurs chroniques, qui conduisent souvent à l'usage prolongé des AINS, demandez si le paracétamol peut être utilisé en première intention. Bien qu'il nécessite une surveillance de la fonction hépatique, il est nettement plus sûr pour les reins et le système digestif chez les personnes âgées. Toutefois, la règle est stricte. Ne pas dépasser une dose totale de 3000 mg par jour après 65 ans. Ce simple ajustement peut protéger la muqueuse gastrique et la fonction rénale. En ce qui concerne l'insomnie, la référence actuelle n'est plus un médicament, mais une approche thérapeutique, la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, TCCI. Les études cliniques montrent qu'elle est plus efficace que les somnifères à long terme. Elle ne présente aucune interaction médicamenteuse, aucun risque de dépendance et, surtout, aucune altération matinale. Elle traite la cause profonde des troubles du sommeil au lieu de simplement induire un état d'inconscience artificielle. Mais voici mon avertissement le plus important, et je vous demande d'y prêter une attention particulière. N'arrêtez jamais un médicament prescrit, en particulier les benzodiazépines ou les somnifères, sans supervision médicale. Un arrêt brutal n'est pas un signe de santé, c'est un choc biologique dangereux. Le sevrage peut provoquer des crises graves et une instabilité du système nerveux. Votre organisme s'est adapté à ces substances au fil des années et nécessite une réduction progressive soigneusement encadrée. Si vous prenez un inhibiteur de la pompe à protons depuis plus de 6 mois, demandez à votre médecin un dosage sanguin de la vitamine B12 et du magnésium. Votre liste de médicaments doit être un document vivant qui évolue avec vous. Votre corps a changé depuis le début de ces traitements et vos prescriptions doivent s'adapter à votre réalité biologique actuelle. Protéger votre santé après 70 ans ne consiste pas à prendre davantage de médicaments, mais à avoir le courage de réévaluer ceux que vous prenez déjà. Je suis le docteur Louis Bernard. Partagez ces informations avec vos proches et commençons ensemble à reprendre le contrôle de notre santé, une prescription réévaluée à la fois.